Elle m'a fait plumer des poulets pour Kippour. Elle m'a fait plumer des poulets. J'écoutais la cassette du RAF, qui était le premier jour que j'entendais. Et j'ai beaucoup aimé. J'aimais cette ambiance-là. Je l'ai vue en Israël. Elle m'a dit, Marguerite, je savais ma fille, que tu allais devenir juif. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est nous. Salut à tous, bienvenue aujourd'hui une Alia touchante, celle de Tsiona Avrahami. Vous ne la connaissez peut-être pas, elle est déjà depuis 30 ans en Israël et son histoire est aussi une histoire de voyage intérieur. Alors on est très content de t'accueillir parce que c'est vrai que tu as une histoire qui va peut-être parler à d'autres. Tu es arrivée il y a 30 ans et j'ai envie de te poser la question, pourquoi ? Parce que je suis tombée amoureuse. Tu es tombée amoureuse de quoi ? Du pays ? Du pays, de sa Torah, des gens, du peuple, de tout le monde. Alors pourtant, tu as grandi dans une famille qui n'avait rien à voir avec Israël. Tes parents ne sont pas juifs. Ta mère née en France, ton père espagnol. Rien ne te rattachait au peuple juif, a priori. Comment ça t'est arrivé ? Comment as-tu pu tomber amoureuse du pays et te sentir juive ? Eh bien, tout simplement parce que c'est un appel d'en haut, ok ? Parce qu'il n'y a pas, en fait, on sait dans la Torah que tout converti n'est tout simplement n'est qu'un juif qui revient à la Torah. Donc c'est un appel d'en haut. Et comment ça commence tout ça ? Ça commence bien quelque part. En fait, j'ai un père qui était athée, une maman qui était que j'adore et qui je suis pas là pour les critiquer, au contraire, parce qui était croyante, croyant quelque chose, sans savoir à quoi médiocre, exactement. Et en fait on avait à part Noël où on se réunissait tous en famille, parce que faut bien se dire que j'étais pas une enfant rejetée, loin de là. On avait beaucoup d'amour à la avec deux frères, une sœur. Pas que ça, des cousins, des cousines, c'était vraiment la fête. Mais sans religion, et ça manquait. Et par contre, j'avais des voisins à Saint-Paul, tous ceux qui connaissent Saint-Paul. Oui, parce que tu as grandi quand même dans un quartier. Dans le Marais, dans le Marais. Il y a beaucoup de juifs, évidemment, à l'époque, en tout cas. Surtout à l'époque, c'était dans le 4e. En fait, j'avais une voisine en bas. Non, elle était en bas, ouais. Et une autre, en fait, j'avais 2 voisines, mais surtout une dont je ne citerai pas le nom parce que je ne sais pas si elle me permet ou pas me permet, mais enfin, vrai. Si elle me voit un jour, je l'embrasse. Et qui a, je crois qu'elle a 10 ou 12 enfants, je ne me rappelle pas. Et à chaque fois, ces enfants étaient mes amis. Et à chaque fois qu'ils descendaient là-bas, alors il y avait l'ambiance de Shabbat, il y avait l'ambiance des fêtes. Et j'ai senti au fur et à mesure qu'il me manquait quelque chose. Et je sentis au fur et à mesure que j'étais attirée. Et de plus en plus d'amour. Et en fait, quand le papa, en ce temps-là, c'était les cassettes que tu glissais dans la radio, le tape, là, comme on disait, il te faisait passer un chiot et elle me faisait... Elle te faisait participer à la maison et à la vie familiale. Elle m'a fait, d'un seul coup, ça me revient, elle m'a fait plumer des poulets pour Kippour. Elle m'a fait plumer des poulets. J'écoutais la cassette du RAF, qui était le premier jour que j'entendais. Et j'ai beaucoup aimé, j'aimais cette ambiance-là. Voilà. Alors, tu aimais cette ambiance, tu avais des copains, tous tes copains étaient juifs, pratiquement dans le quartier, il faut bien le dire. Ouais. Et pourtant, toi, tu as continué à avoir une vie tout à fait normale. Oui, parce que d'un côté, il y avait les copains, les copines, etc. Mais de l'autre côté, il y avait la famille. Donc, j'ai j'ai continué. Mais en fait, le corps, il était non-juif et ton âme, ton esprit. Ton esprit, les étincelles, elles commençaient à arriver, quoi. Alors, c'était rigolo parce que tes copains qui étaient jeunes, etc., ils se rendaient compte que tu étais en train de changer. Ouais, surtout elles étaient même la maman juive. Il n'y a pas longtemps, je l'ai vue en Israël. Et j'en ai pleuré de la voir parce que ça m'a... Bon, d'abord, vraiment, ça m'a ramené en arrière. Et deuxièmement, elle m'a dit, Marguerite, je savais ma fille, que tu allais devenir juif. Je savais. T'étais spéciale, toi. T'étais spéciale. Et tellement spécial qu'un jour, tu as un copain qui t'offre un livre de Pirkei Avot. Ouais. Maxime Despères. Et pourquoi ? On ne sait pas.
C'est pas toi qui lui avais demandé. Il m'a dit, tu veux te rapprocher, tu veux voir. Commence. Regarde, commence par ça. Alors bon, c'est vrai que la première page, en temps normal, une personne normale qui lit la première page des maximes des pères, t'as envie de partir, quoi, parce que sache d'où tu viens, d'où tu vas, où tu vas, et devant qui tu dois rendre compte, et je sais pas pourquoi. En fait, ça a tout réveillé en moi. Tout réveillé, et au lieu de me faire fuir, ça m'a fait que me rapprocher. Et là, j'ai dit, bon, puisque c'est comme... J'ai continué, c'est pas que j'ai fermé, j'ai arrêté. Non, j'ai continué le livre. Mais j'ai dit, j'écris la première lettre au consistoire. Je me convertis. Alors, à l'époque, tu pensais à aller en Israël ou pas encore ? Non, pas du tout. C'était pas encore dans ton esprit, tu connaissais pas, tu n'avais jamais été. Non. Et puis bon, ça faisait peur en Israël. Hein. C'est la guerre. C'est un pays qui fait peur, surtout quand on entend les informations françaises. Ouais. Bon, on est loin de te rapprocher. Et puis bon, je savais C'était pas encore dans ton monde. Pas du tout. Alors, tu écris ta première lettre au consistoire, tu as 18 ans. À l'époque, tu faisais quoi dans la vie ? J'étais une coiffeuse. D'accord. J'étais une coiffeuse. T'avais une vie... J'avais une vie normale, une vie de bonne goyage. Ma baby était en mini-jupe, même très bonne goyage. Je faisais de la danse. J'étais une fan, j'ai toujours aimé de la danse. Tu enseignais la danse ? J'ai enseigné la danse en Israël, surtout, d'Afka. Tu allais en boîte de nuit ? J'allais en boîte de nuit, j'avais des copains, on fumait, on buvait. La vie normale. La vie normale. Ok. Et puis, malgré tout, alors à l'extérieur c'était comme ça, mais à l'intérieur, t'envoies ta lettre au consistoire. Ouais. Tu te fais jeter, évidemment. Simplement, je me suis fait jeter je sais pas combien de fois. En fait, ça dure longtemps, quoi. Tu envoies la lettre, t'attends pendant un mois la réponse, tu pleures, t'attends, tu ouvres la lettre qui dure trois phrases. Et ça recommence, et puis finalement... on recommence. Bon, finalement, on te convoque. Ouais. Et on convoque et on m'en va étudier la Bible chez les catholiques ou le Coran chez les Arabes. Ou le Coran chez les Arabes. Et bon... tu l'as pas fait, évidemment. Non, pas question. Il n'en est pas question, quoi. T'étais très déçue. Ah ouais, j'étais très déçue, mais Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là ? Je leur ai dit, ils ne savent pas sur qui ils sont tombés. D'accord, ok. Tu t'es dit, je reviendrai. Ouais. Bon. Et tu es revenue, évidemment. Mais avant ça, tu as fait la découverte d'Israël. Ouais, avant ça, je suis tombée amoureuse. d'Israël. Le coup de foudre. Je suis arrivée à Ben Gurion. Ok, je suis partie avec des copains, en fait. On est tous partis chez des amis qui avaient beaucoup de familles en Israël. Et quand je suis arrivée à Tel Aviv, c'est pas Ben Gurion, c'est pas la chaleur de Ben Gurion qui m'a accueillie, mais c'est le coup de foudre. Parce que quand tu ouvres quelqu'un et tu tombes amoureuse, c'est exactement ce qui s'est passé. Et j'ai fait le tour d'Israël. Et je savais que j'allais finir ma vie ici. Qu'est-ce qui t'a le plus plu pendant ce voyage, le plus attiré ? Il y a deux choses qui m'ont... D'abord... Là où j'ai vu la puissance d'Akadosh Baruch, j'ai l'air comme ça très spirituel, mais d'abord, premièrement, je suis spirituelle, mais je l'ai ressenti en tant que Goya, j'ai quand même ressenti des choses là-bas. C'était Sodome, Sodome et Gomorrhe. On a fait la fameuse statue de sel de la femme de Lot. Ouais, c'était impressionnant. Ça m'a choquée. Et quand je suis arrivée au côté, alors là, tout ce que j'avais pleuré jusqu'à maintenant, c'était... et j'ai prié. Et à l'âge de 18 ans, j'ai prié comme j'ai su prier, parce que je ne savais pas prier. Bien sûr. Et j'ai prié, puis il m'a entendu. Quelques années plus tard, mais il m'a entendu. Alors, tu rentres en France, évidemment, contrainte et forcée. Tu n'as pas eu envie de rester ? Très. Je pleurais comme une madeleine en rentrant à la maison. Ouais. Très. Mais je ne pouvais pas tout lâcher comme ça. C'était trop compliqué. Sans prévenir mes parents, que j'adore, et en laissant tout tomber comme ça, C'était pas possible. Donc tu rentres à Paris, et puis là, triste nouvelle, ta grand-mère, décède. Qui était un pilier, qui était un exemple pour moi, m'attend. On apprend qu'elle a un cancer. Et elle décède 2 jours plus tard. Alors là, ça te fait un changement. Et là, j'ai pris la claque de ma vie, c'est le cas de dire. Et boum, j'ai tout lâché. J'ai tout lâché pour... L'idée d'Israël aussi ? Non. C'est la seule chose qui m'a pas fait, que j'ai pas lâché. Parce que je savais très bien que, en fait, j'aurais pu rester en France, j'aurais pu partir en Espagne, parce que j'ai de la famille en Espagne. Et il n'y a rien, il n'y a aucun pays, et pourtant j'étais en Tunisie, j'étais en Grèce, T'as beaucoup voyagé ?
je pas beaucoup sans que ça, mais bon, j'en ai fait. Et je n'ai jamais ressenti cette sensation que j'ai eue avec Israël. Donc ça, même si tu lâchais tout ce qui concernait la religion, l'envie de te convertir, etc. Ouais, mais je ne savais pas qu'on pouvait venir en tant que Goya en Israël. Je ne savais rien, en fait. Je ne savais vraiment rien. Et puis pour moi, c'était l'un ne va pas sans l'autre, quoi. C'était je me convertis et j'y vais, quoi. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Comment 9 ans plus tard, tu décides finalement de te convertir et de faire ton alliance? Quand tu commences à vieillir, que tu commences à prendre de l'âge, comme on dit entre guillemets, parce que j'avais quand même que là j'avais 27 ans, 28, un truc comme ça. Tu dis cette vie de folklore entre guillemets, c'est pas la vraie vie, c'est de pas consommation, ça c'est ça. C'est pas ça, quoi. C'est bon, ça va quand t'es jeune. Puis à la fin, tu te dis, c'est pas ça, quoi. Ça me suffit pas. Ça me suffit pas. Je veux créer une famille. Je veux créer une famille. Je veux pas me marier parce que, je connaissais personne en ce temps-là. Premièrement, qu'est-ce que je fais? Je réécris. Au consistoire. Au consistoire. Et je fais le switch dans ma tête que cette fois-ci, c'est bon pour tu te convertis, mais tu te pars. Et tu pars en Israël. Et tu t'en vas tout de suite. Mais c'est avoir un courage. Un courage. Maintenant que oui, parce que tu n'as pas de famille, tu n'as pas d'aide, tu connais rien. Quand on me connaît bien, on sait que je suis très têtue. Et que même si je me prends un mur dans la tête, je vais quand même le faire. Je vais quand même y aller, quoi. Donc tu réécris au consistoire, et là, cette fois-ci, ils te répondent. Ils m'accueillent. Ils me disent oui. Et là, non, ils ne me pas disent oui. Le Rav, que je tairai son nom, mais... Parce que c'est toujours le même? C'est toujours le même. Il m'a foutu la trouille à un point, ce Rav. De ma vie, je me rappelle. Okay. Il était, quand on connaît pas les rabbinim, maintenant on ne ferait plus peur, mais bon, quand on est rabbinim, il était grand, immense, gros, une barbe, le chapeau. Je peux te dire un truc impressionné, mais il t'a donné l'autorisation de te convertir. Il m'a quand même de rentrer dans un programme. Et là, tu as fait une rencontre essentielle pour toi, c'est le rabbinite Guggenheim, la veuve du Rav Ernest. Et qui n'est plus de ce monde, voilà. Qui m'a guidée pas seulement pendant une année entière, j'en ai des frissons en parlant, une année entière où elle nous a appris la Torah et où elle nous a appris, comme elle disait, elle nous apprenait le Aleph Bet de la Torah. Alors que on a appris non seulement le Aleph Bet de la Torah, mais l'amour d'Israël. Parce que c'était la seule rabbinite que j'ai connue en ce temps-là. Qui était une sioniste et qui allait tous les ans fêter les fêtes en Israël. Et ça, et elle me disait j'en ai des frissons, je te jure, je parle encore, j'en ai des frissons. Et elle me dit, je vous assure, je vous aiderai. Si vous passez votre mikvé, je vous aiderai. Ok? Parce qu'elle savait que tu voulais partir. Et elle savait que je partais. De toute façon, tout le monde le savait. Ils me prenaient tous pour une folle, mais ils me savaient. Ok, alors finalement, et ça c'est assez rare, au bout d'un an, et de sérieux, parce que c'est pas évident, il faut apprendre l'hébreu, il faut apprendre les prières. On n'apprend pas l'hébreu. Un peu, mais les prières au moins. Ouais, les prières, les fêtes, tout, la cache-route, tout. Il y a tout à apprendre. Et au bout d'un an, ça a été très vite quand même, pour la France. Ouais, pour la France, ça a été très vite. Tu te convertis. Je me convertis, je passe au mikvé, je passe l'examen, Non, d'abord je choisis... Mon prénom, il faut que je le dise ou... Ben oui. Tu changes de prénom. Je change de prénom. Et en fait, en ce temps-là... Tu voulais un prénom qui avait un lien avec Israël? Ouais. C'était je pouvais pas... il y a beaucoup de convertis qui prennent le prénom de Ruth, de Sarah, Rivka, Rachel. Mais c'est trop grande pour moi, quoi. Je veux dire, c'est des anges, c'est pas des femmes, c'est pas des... Okay. Et moi, je suis une femme, quoi. Je peux pas. Et le prénom, ça a une mashmaout, une signification. Alors pourquoi tu as choisi Tsiona? D'abord parce que j'ai vu, je savais pas du tout quoi prendre comme prénom, pas du tout. Et en ce temps-là, j'étais très, tout venait d'Akadosh Baruch Hu, j'étais jusqu'à maintenant. Mais c'était plus, quand je me suis réveillée un matin, j'avais des trucs devant les yeux et j'ai vu la lettre Tzadik sur le mur de ma maison, parce que je suis partie habiter toute seule. Et j'ai dit, mon prénom commencera par un Tzadik. Et puis tu as demandé à un Rav, et puis tu as dit, bah oui, c'est possible. Il y a Tsiona.
Tsiona. J'ai dit, tu peux répéter? J'ai dit, mon rap, quoi. Tu peux répéter? Il m'a dit, Tsiona. Alors, j'ai pris Tsiona, il n'y a pas... Ça te va très bien, ça te va comme un gant. Bon, alors finalement, tu te convertis et direct, tu pars, tu fais ton dossier, etc. Et finalement, tu pars en Israël. C'était pas évident parce que c'était l'époque de la guerre du Golfe. Ouais. Tes parents n'étaient pas très chauds du tout. Ils n'ont pas tellement compris ta décision. Non, d'abord, ils ne comprenaient pas pourquoi leur fille est partie en Israël, tout simplement. Elle m'a dit, mon père, il m'a dit. Ils ont mieux compris que tu deviennes juive? Ouais. Ça, ils ont plus compris. Non. Il m'a dit, mon père nous a toujours dit, vous faites ce que vous voulez à l'âge de 18 ans. Okay. D'accord. Ok, j'ai fait ce que j'ai voulu. Mais en fait, c'est comme tout parent dont leur enfant va pas loin. Ils ne comprennent pas les parents. Ouais. Donc ça a été très dur. Ça a été très dur. Même pour moi, ça a été très dur. Vous n'êtes pas parlé? On ne s'est pas parlé pendant 6 mois. Mais tu es quand même partie. Ben oui. Alors, t'es partie, t'arrives au kibbutz parce que tu voulais travailler la terre. Enfin, t'étais pleine d'idéal au kibbutz d'Eliaou. Tu es restée un petit moment. Et puis, t'as voulu rentrer dans l'armée. Ouais. Pourquoi? Parce que je suis une folle. Il m'a dit... Parce que quand même, t'avais pas 18 ans. Non, j'avais 30 ans. J'avais 30 et quelques années. Et ouais, je sais pas, à peu près. Non, un peu moins. Et il m'a regardé, le Mefaked, ou je sais pas ce que c'est exactement. Et il m'a dit, mais vous avez quel âge, mademoiselle? Alors, madame. Alors, je lui ai dit, j'ai 30, 28, 29, je sais plus, 30. Alors, il me dit, écoutez, mariez-vous, allez faire des enfants, c'est l'âge. Hein. C'est l'armée, c'est trop tard pour vous. Il m'a jeté. Bon, t'étais déçue de pas faire l'armée? Ah ouais. Bon, mais par contre, tu t'es vengée après avec tes enfants. Bien sûr que je me suis vengée. Léoder, ils sont partis les deux comme il fallait. Si on envoyait plus, j'avais dû partir avec eux, je serais partie avec eux. T'as des enfants qui ont un Golani, un dans Hawkett, donc j'imagine ta fierté. Parce qu'ils ont fini prochaine. Bien sûr, quelques années après. Alors, pas d'armée, mais tu t'es dit, je vais aller étudier. T'es partie au Mahonora pendant 1 an. Coucou les copines. Comment c'était? C'était la meilleure année. La mère, en tant que non-mariée, que jeune fille, enfin, entre guillemets, parce que 30 ans, c'est une jeune fille, c'était ma meilleure année. On a appris la Torah du Rav Kook, on a appris l'amour d'Am Israël, d'Eretz Israël. On a fait des tioulim, on est descendu avec des drapeaux israéliens sur le kotel. Jusqu'à maintenant, j'ai encore des images. Je remercie tous les rabbinim jusqu'à maintenant. On est en contact encore avec nos copines. Et c'était vraiment une super année, bien une super année. Alors, après, il y a une période un peu difficile, comme je crois dans chaque alia, où on rappelle que tu n'as pas de famille, tu es seule, malgré tout, même si tu as des amis, et tu vis pendant au moins 6 ans en ville, à Jérusalem, à faire des petits boulots. Tu voulais plus être coiffeuse, d'ailleurs. Ça te ramenait trop avec... Je voulais couper complètement avec ma vie d'avant. Je voulais ni coiffeuse, ni danseuse, ni rien, quoi. J'aurais pu rentrer dans la danse aussi, mais je voulais plus. Et je voulais plus, ça me disait plus rien. Je suis arrivée avec 1000 francs en Israël, avec 80 kilos de bagages. Et ça a été dur. J'ai fait des ménages, j'ai fait 8 heures de ménage par jour. Et j'avais les mains rouges, j'avais les mains en sang parce que je ne mettais pas de gants, etc. Mais tu aurais pu faire autre chose. Ouais. Pourquoi ça? Parce que je me cherchais, je ne savais pas exactement. J'étais toute seule, quoi. Je veux dire. Et puis. Fallait manger. Fallait manger, puis il fallait. Et puis, je suis arrivée. En fait, j'avais 2 bonnes familles que je connaissais. Qui t'ont aidé. À Korav Yaakov. Qui m'ont aidé à rentrer à Korav. Qui ont, grâce à eux... T'as quitté la ville pour aller dans un issue. Je ne supportais plus la ville. Alors, pour te sentir peut-être plus entourée, pour vivre plus en idéal, un idéal. Bon, c'est vrai que le Ishouf, c'est l'idéal, quoi. Enfin, l'idéal pour tout. Enfin, oui, parce que 30 ans, Korav Yaakov, il n'y avait rien. C'était sur une montagne, il y avait des caravanes. Combien vous étiez? Une vingtaine de familles, c'est tout. Un peu plus quand même, mais bon, il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait même pas d'épicerie, enfin, une petite épicerie de rien du tout. On s'est mariés avec mon mari dans une caravane. Mais c'était familial. C'était un truc que j'avais, que je t'avais jamais vécu. Et que je regrette. Après, tout le monde se connaissait. Ouais. Il y avait la porte ouverte. On s'invitait les uns et les autres. C'est plus comme ça aujourd'hui? Non. Non, ça a grandi. C'est pas que c'est plus comme ça, on se connaît, c'est pas qu'on se connaît pas, on se connaît, etc. Mais c'est plus c'est plus grand, quoi. C'est grand. C'est plus grand, ça devient une ville. C'est devenu une ville. Il y a plus de 6000 familles, je crois. Et puis bon, avec l'âge, tu as tes enfants, t'occupes tes petits enfants. Et puis je sais pas, c'est pas la même chose.
Avant, je connaissais tout le monde. Maintenant, je connais moins tout le monde. Et c'est pas que j'aime pas. Alors, aujourd'hui, tu as trouvé un peu ta place. C'était pas évident de savoir où s'installer, où créer son monde, sa famille, prendre ses repères. Non, mais je suis tombée amoureuse de Koraviakov. Aussi. Beaucoup d'amour dans cette histoire d'Alia. Ouais. Pourquoi sans l'amour, tu peux rien faire. C'est vrai. Pourquoi dans cette... Je sais pas, je l'ai ressenti pareil. C'est comme je suis rentrée à un Poirette Israël la première fois, Ben Gurion, j'ai ressenti. En fait, je crois que quand on fait son Alia, on ressent le Makom. C'est Akadosh Baruch Hu, son nom, c'est Makom. Ok, c'est l'endroit, place, je sais pas exactement. Et je l'ai ressenti. J'ai ressenti que je serais bien ici. C'est quoi l'image? Tu parlais d'image qui te restait du Mar Honora. L'image qui te reste de ton Alia, c'est quoi? L'amour. Moi, Eretz Israël, il n'y a pas d'autre mot que l'amour. Sans regret, tout ça? Hein? Regret? Même pas en rêve. Non, jamais. Jamais. Tout c'est je recommence aujourd'hui, il faut que je refasse tout. Alors c'est très 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 beau ce que tu nous dis, mais comment tu as vécu? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as élevé tes enfants? J'ai monté mes manches. Et après quand tu étais après, je suis passée au Yishuv, à Koraviakov, et je me suis mariée, et rebelote là-bas, j'ai refait des ménages, jusqu'à ce que j'ai eu des jumeaux, donc je ne pouvais plus faire des ménages, je ne pouvais pas exagérer non plus. Donc, en plus, j'ai une grossesse difficile, donc je me suis arrêtée. Avant tout ça, je me suis mariée avec un homme religieux, avec un avraire. Et c'était mon rêve de me marier avec un avraire. Je voulais me marier avec un rabbin. Donc, le rabbin ne t'a pas trop traumatisé? Qui? Le rabbin ne t'a pas trop traumatisé? Non, il m'a pas... Non, maman. D'accord. Mais c'est une autre vie totalement, quoi. C'est d'autres pères. C'est pas du tout ce que tu as vécu enfant, jeune fille non plus. Non, mais je regrette pas mon enfance. Non, mais c'est pas ça que je dis. Mais je veux dire, c'est pas évident de... C'est loin d'être évident. Ça n'a rien à voir. C'est deux mondes différents. Il y a la Sylvie d'avant, parce que je m'appelais Sylvie avant. Ouais. Et il y a celle qui est née avec le mikvé et qui a fait tout ça. Alors, Tsonia, ok, mais maintenant, tu fais quoi? Tu as évolué professionnellement. Je travaille dans un GAN Tikchoret. C'est un GAN, je suis sayat. Je ne sais pas comment on dit sayat en français. Assistante maternelle dans un GAN pour autistes. Incroyable. À Koraviakov? À Koraviakov. Et... Tu pensais faire ça un jour? Non, pas du tout. Rien à voir. Il y a 20 ans de ça, je suis entrée en tant qu'assistante maternelle normale, quoi, dans des ganim. Dans des ganim normaux. Et puis, il y a 2 ans, s'est ouverte cette occasion de travailler. En fait, on est accueillis quand même 2 à la maison. J'avais quand même des enfants en omna. Et j'ai accueilli 2 enfants dont je m'occupais à la maison. Okay. Mais ils n'étaient pas autistes. Okay. Et ça t'a donné envie de t'occuper plus de l'enfance en difficulté? Si je pouvais aujourd'hui refaire ma vie, je crois que c'est ce que je ferais. Je m'occuperais des jeunes à problèmes, etc. Oui. Ouais. Mais bon, arrivé à 60 ans, je ne sais pas si je pourrais le faire un jour. Mais non, c'est plein d'amour. C'est un autre monde. Et on apprend tous les jours avec eux. Alors, juste pour finir, ton plus joli souvenir, l'image qui te marque, la chose auquel tu penses et qui t'aide à avancer. Tu sais, quand j'étais en plein... Il y a 3 choses qui me donnent la force. C'est quand j'étais en pleine conversion, j'avais des moments durs comme ça, j'ai vu le film Lientel. Okay. Et dans ce film, il y a une chanson comme ça, quand elle est acceptée, qu'elle est garçon, et qu'elle est acceptée dans la yeshiva. Et il y a une chanson, je vais pas la chanter maintenant, mais il y a une chanson qui dit il y a des moments dans cette vie que tu n'oublieras jamais. Ben, il y a des moments qui c'est mon mikvé. Ouais. C'est ma première nuit en Israël. La première année en Israël, ouais. Ma première nuit en Israël, je peux pas l'oublier, parce que je me suis sentie ivrie, en hébreu. Et pas juive. Et puis ce drapeau, quand tu le vois tous les jours. Ce drapeau d'Israël, quand tu sais que tu en fais partie. Et la mashmaout, comment on dit la mashmaout? La signification. La signification du drapeau d'Israël. Et puis, c'est les plus beaux moments, quoi. Je veux dire, c'est pas des choses que je pourrais oublier. Je me suis battue pour ça. Et je regrette rien.
C'est beau comme tout. En tout cas, Tsiona, je te souhaite vraiment plein de bonnes choses. Est-ce que tu aurais un souhait pour ce peuple que tu as rejoint et que tu aimes tant? Écoutez-moi bien, les enfants. Il y a une chose. Viens, on arrête tous un peu. Venez, on soit toutes. L'amour des uns des autres. Voilà ce que je souhaite. Qu'on ait une kippa chakor sans kippa. Je le dis bien, qu'on soit de gauche, droite, etc. On fait tous une même partie du même peuple. Alors venez, essayons. On arrête de se critiquer les uns les autres, surtout ça. Et on essaie de se comprendre. Tu sais, les 12 tribus, ils ne se ressemblaient pas. Ben oui, ça c'est sûr. Donc, il n'y a personne qui peut ressembler à l'autre. Alors on essaye de se comprendre et de s'aimer un peu plus. Et ça ira un peu mieux dans notre peuple. Et puis bon, Bet Amidash, Géoula. Oh, voilà, apparemment tu l'attends. Ah ouais, sans problème. Et là, et que Kadosh Baruch protège nos Chayim et nos Chayelot. Tous. Merci beaucoup, Tsiona. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.